Bienvenue dans Pulsation, le podcast des parcours les plus inspirants du monde de la santé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce contenu et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bonjour à tous et bienvenue sur Pulsation. Bonjour Capucine. Bonjour Alexandre, bonjour Lucas. Salut. Bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Oui, bien sûr. Donc Capucine Buquet, moi j'accompagne les acteurs de la santé, donc les organisations et les professionnels de santé à trouver leur place pour être impactants, pour être alignés avec leurs aspirations et surtout être épanouis en fait, dans leur travail. Ok, alors vaste sujet, mais on commence toujours par la même question pour nos invités, c'est pourquoi la santé ? Qu'est-ce qui t'a amené à la santé ? Très bonne question. J'ai pas eu la révélation. Quand j'étais petite, j'étais ultra casse-cou et en fait, je passais ma vie dans les hôpitaux. Et en fait, j'adorais en fait voir cette fourmilière humaine. Je me demandais ce qui se passait derrière les portes. Chaque porte. Ouais, et puis jour et nuit, c'est une vraie ville, quoi. C'est juste incroyable. Et donc ensuite, j'ai voulu partir dans l'humanitaire quand j'avais 16 ans. Et j'ai eu un veto de mes parents. On m'a dit « Ah, mais tu gagneras jamais ta vie, et puis c'est loin, et puis c'est des pays à risque. » Bref. Donc du coup, en fait, j'ai décidé de commencer par entrer en EHPAD. Voilà. Moi, je voulais voir comment ça se passait dans ces établissements-là. Donc voilà, j'ai commencé par là. Ah bah, du coup, tu nous lances là. Du coup, raconte-nous ton parcours. Parce que commencer en EHPAD, c'est-à-dire où, à quelle échelle, comment Pourquoi ? Pourquoi On veut tout savoir. Alors à l'époque, en fait, je regardais justement s'il n'y avait pas des formations dans la santé. Je savais que je voulais pas être soignante parce que la vue du sang, c'était pas pour moi. Voilà, j'avais peur de faire mal ou autre. Par contre, j'étais vraiment hyper intéressée de savoir comment manager en fait une aussi grosse structure. Manager des personnes, comment ça fonctionnait, comment prendre soin des autres. Voilà, j'avais plein d'idées. Et je me suis orientée vers une école de commerce. Voilà, parce que pour moi, c'était une formation très pratico-pratique, voilà, où il y avait du marketing, de la communication, du management. Je pouvais aussi faire beaucoup de stages. Ça, c'était hyper intéressant parce que je voulais vraiment me confronter finalement à la vraie vie. Donc j'ai fait mon premier stage en EHPAD, voilà, où j'ai refait tout le projet d'établissement. Et du coup, à la direction de l'EHPAD tout de suite ? Oui, tout de suite. Je suis tout de suite rentrée dans la direction de l'EHPAD. J'ai toujours eu des super tuteurs, des super directeurs et directrices qui m'ont beaucoup appris. Et ensuite, en fait, je voulais faire un peu tout le parcours patient. Donc, je suis passée en soins de suite et de réadaptation. J'ai fait un petit peu de clinique aussi. Et j'ai terminé en résidence service senior. Voilà. Et tout ça, en fait, effectivement, donc j'ai commencé par être stagiaire, alternante, directrice adjointe et directrice à mes 25 ans. Super. Toute cette période, ça a duré combien de temps à peu près ? De mes 17 ans à mes 28 ans. Ah ouais, wow, incroyable. Voilà. Donc ça fait déjà un beau parcours sur une dizaine d'années. T'as bien bougé. Oui. Est-ce que tu as des mentors, des gens qui t'ont accompagné pour arriver là ? Oui, bah, comme je disais, en fait, les directeurs que j'ai rencontrés ont été incroyables. Voilà, s'ils passent par là, la toute première directrice, c'était Julie Billa, voilà, qui m'a fait confiance, elle m'a laissé toute autonomie. Pourtant, j'étais stagiaire, j'avais 17 ans, voilà, je connaissais rien encore au monde du travail. Et vraiment, j'ai apprécié, je me suis vraiment épanouie, en fait. Et ensuite, j'ai rencontré Julien Tigrette, qui était directeur du soin de suite et de réadaptation à l'époque, ancien infirmier. Et pareil, en fait, qui avait toute confiance. Il a été ultra transparent sur toute la gestion de l'établissement. On a eu pas mal de gestion de crise ensemble. Pareil, dans le partage, dans l'échange, je suis montée en compétence, en fait, grâce à ces personnes. Ok. Et du coup, à l'époque, quand tu as 17 ans et que tu rentres à la direction de l'EHPAD, c'est quoi ta vision du soin ? Comment tu vois les soignants dans les couloirs ? Je l'ai... Et encore aujourd'hui, je les trouve incroyables. Je me demande, voilà, ils dédient leur vie aux autres, finalement. Ce sont des personnes qui vivent pour les autres. Voilà. Ils prennent soin des autres avant leurs propres besoins. Je le vois tous les jours encore aujourd'hui.
Donc c'est ça, et j'ai eu la chance aussi de faire un Vu mon travail, voilà, qui se fait Ah, beaucoup oui. dans les établissements. Et j'avais choisi le métier d'aide-soignant. Voilà. Ok. Donc, et en fait, ça a été un peu ma première claque, puisque moi, je débarquais de mon école de commerce, j'avais plein d'idées, machin. Et en fait, j'ai été très vite confrontée à la vieillesse, à la maladie, à la dépression, enfin, voilà, tout ce qu'on veut. Et puis au physique aussi. Bien sûr. Voilà, quand tu rentres, tu as une poche de stomie, voilà, tu as une sonde chez un petit papy, c'est... Quand tu as 17 ans, voilà, Ouais. on t'apprend pas tout ça, tu sais pas, je savais même pas que ça existait. Voilà, Tu as été confronté directement à ça ouais, t'es dès le vite mis début, dans le ouais. bain. Ok. T'es vite mis dans le bain et c'est bien aussi parce que c'est la réalité et c'est comme ça que t'apprends aussi. Donc, Mm. Il y a toujours dans beaucoup de structures, il y a une espèce de conflit entre la direction et les services et les soins, euh, parce qu'on ne parle pas souvent le même langage, tout simplement. Euh, mais les objectifs restent toujours les mêmes, c'est-à-dire prendre en charge le patient. complètement. Je pense qu'il y a des innovations à faire en termes de management pour que ce soit parfois un peu plus ascendant et moins descendant et Mm. qu'on instaure des vraies relations. Mais euh, en tout cas, c'est bien d'entendre qu'à la direction, on est au fait et on a été voir ce qui se passait en bas dans les étages. Et c'est pas, je ne sais pas si tout le monde fait ça, mais ce stage, ça devrait être presque une obligation, je pense, Ah quand non, mais on rentre dans ce milieu. c'est évident. J'ai eu la chance, encore une fois, je pense que j'ai vu tous les métiers dans ces établissements-là. Mm. Et alors, de un, parce que je le voulais. Voilà, je suis passée par l'accueil, j'ai suivi les infirmières. Alors, évidemment, je pratiquais pas. En tout cas, Ouais. j'étais vraiment en immersion avec elles pour comprendre comment Leur ça se passait, quotidien. en fait. Mm, Ouais, c'est ça. leur quotidien. Donc, les aides-soignants, où là, j'ai pu faire quelques actes voilà, euh, de toilette De ou autre, nursing, ouais. de nursing, merci. Avec l'agent technique aussi, non mais ça c'est pareil, si t'as pas d'agent technique dans une structure, qu'est-ce Ah qui bah, change l'ampoule, voilà, qu'est-ce qui s'occupe du système incendie, voilà. Et je me suis perdue dans ma pensée. non, je disais que c'était important pour la direction d'être au courant de ce qui se Ah passe oui, voilà, sur le terrain. Ouais. Puis il y a une oui, bonne variété, du coup, Mm. c'est ce que tu as pu observer. c'est ça, c'est ça. Et quand j'étais adjointe et directrice, t'es face aussi au manque d'effectifs, voilà, aux arrêts, aux crises, enfin, voilà, à plein de choses. Et du coup, si tu fais pas les choses, personne ne les fait. Donc je me suis retrouvée à faire le service, je me suis retrouvée à faire la cuisine, à passer l'auto-laveuse à minuit dans les couloirs parce que Parce qu'il y avait personne pour l'assistante le de faire. vie n'était pas venue, Mm. voilà. Donc t'apprends en fait Ouais, sur le tas. bien sûr. Et c'est hyper enrichissant. Pour clarifier un peu, c'est quoi ton quotidien quand tu es à la direction d'un établissement comme ça? Il n'y en a pas, déjà. Déjà, c'est trop bien. Il n'y a pas de quotidien. Tu t'ennuies pas. Aucun jour se ressemble. Moi, c'est ce qui m'a plu. C'est ce qui me faisait vibrer aussi. Tu sais pas de quoi demain sera fait. Bien sûr. Je gardais toujours ma porte ouverte, Mm. déjà, pour entendre ce qui se passait. Pour être disponible aussi, parce Oui. que voilà, quand on voulait me poser une question, taper au bureau voilà, de l'adjointe ou du directeur, Ça peut être impressionnant. C'est Ouais. sûr. ça peut être impressionnant, ça peut être un frein. Et puis, beaucoup de relations, en fait. Moi, j'allais voir tout le temps alors plus les résidents, parce que j'ai passé un peu plus de temps dans le médico-social que dans le Ouais. sanitaire quand j'étais en poste. Mais tout le temps en contact des résidents. Déjà, on apprend à se connaître, on apprend à communiquer ensemble, à vivre ensemble, parce que ça reste des lieux de vie. Bien sûr. Voilà, ils sont chez eux. Donc, c'est important aussi voilà, d'être à leur écoute. De créer une relation de confiance aussi. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. C'est pour le partage, pour l'aide, bien sûr. Mais avant tout, c'est aller à l'encontre de l'autre, à la rencontre de l'autre. Donc c'est ça, en fait. Voilà, tu passes ta vie à déambuler dans les couloirs, à voir ce qui fonctionne moins bien, à régler les problèmes. Ça, c'est clair, c'est 90% du temps. Mais du coup, tu as une gymnastique qui se crée. Intellectuelle qui est différente à chaque fois. Oui, c'est ça. En fait, tu peux changer tous les 5 minutes de sujet, quoi. Tu peux être sur ton tableau de bord financier et 2 minutes après, tu es en train de régler un problème technique au sous-sol parce que, je sais pas, tu as une coupure d'électricité, tes ascenseurs fonctionnent plus et comment tu vas faire? Donc, il n'y a pas de journée type que tu peux dire
Tellement tu Franchement, varies. très peu, quoi. Et Très ouais, peu. ouais. Très peu. Ouais. C'est ça qui fait la richesse. C'est quoi les grands défis qui t'ont marqué en tant que directrice ou adjointe? J'ai déjà eu un grand défi personnel parce que c'est vrai que je suis arrivée assez jeune dans ce milieu-là. Ouais. J'ai eu des responsabilités jeunes. Ma première équipe, j'avais 19 ans à manager. Ouais. J'ai eu mon premier poste de directrice à 25 ans. Mm. Clairement, ça, c'était un vrai défi parce que j'avais un méga syndrome de l'imposteur, ça c'est Bien clair. Et puis voilà, on est quand même dans une société où déjà c'est un directeur, pas une directrice. Tu dois avoir entre 40 et 50 ans avec un peu Ouais. d'expérience, surtout voilà, dans le milieu des personnes âgées. Le directeur, c'est un peu comme le médecin. Voilà, Bien sûr, ouais. Et donc, toi, tu débarques voilà, avec du haut de tes 25 ans, face à tous tes résidents, à tes collaborateurs qui sont plus vieux que La toi, plupart plus voilà, âgés, ouais. plus âgés. J'ai une petite anecdote. 2 semaines après avoir pris mon poste de directrice, on était en formation incendie, voilà, qui est obligatoire. Hein. Et là, le formateur commençait à dire, bon, on va faire un petit tour de table, de présentation, très bien. Et vous allez tous me donner votre date de naissance. Et là, je me dis, oh. Alors, déjà qu'ils savent que je suis tous plus jeune, mais j'ai pas forcément envie de t'as pas dévoiler donné ton mon âge. âge, voilà, l'âge pour précis. encore plus de donner du grain à moudre, quoi. Et donc, je lui dis, non, mais ça, vous inquiétez pas, je les ai, je pourrais vous les fournir après la formation. Il me fait, non, ça me gêne pas, je vais les prendre tout de suite. Très bien. Moi, ça vous gêne, Prenez- ça me gêne pas, mais moi, ça me prenez-les. gêne. Donc- Mais du coup, comment tu fais pour manager une équipe quand tu as 19 ans? Alors, j'ai quand même été accompagnée. Hein. Oui. Voilà, je savais qui appeler quand j'avais un problème. Mais au-delà de ça, ça reste quand même de la relation humaine. C'est pas simple, surtout Ouais. quand on connaît pas forcément les codes. Tu fais forcément des impairs. Voilà, bien sûr. ça c'est sûr. T'as un conflit de génération aussi, voilà, il faut pas se le cacher. Et puis, encore une fois, je crois que c'est le terrain, c'est l'écoute. C'est pour ça aussi que je laissais beaucoup ma porte ouverte. C'est l'échange. Voilà, j'étais tout le temps dans l'échange pour savoir si ça allait, ce qu'il fallait améliorer, comment je pouvais aider aussi mes collaborateurs. Et puis, après, c'est apprendre aussi à avoir cette posture de directeur. J'ai toujours préféré être dans l'ombre, voilà, laisser briller les professionnels avec qui je travaillais, mais de temps en temps, voilà, faut bien être un peu dans la lumière, que ce soit face aux proches, face aux résidents, face aux patients, c'est toi, quoi. Donc voilà, tu apprends. T'apprends par expérience. Je pense que c'est un peu comme tous les Tu métiers travailles, du soin. Hein. j'imagine, beaucoup. Ouais, tu travailles beaucoup. Ouais, je faisais des heures pas possibles. Alors, j'arrivais pas très tôt le matin parce que j'avais remarqué que j'étais vraiment pas productive. Ouais. Par contre, les équipes de nuit, je les voyais tous les soirs. Ouais, je partais Ouais. à pas d'heure. Je travaillais tous les week-ends. C'était du 7 sur 7, quasiment H24 parce que t'as un téléphone portable pro aussi. Bien sûr. Donc, tu peux être joignable tout le temps et que tu coupes jamais. Je pense que c'est ça le plus difficile dans ce métier. C'est que tu peux jamais faire de off. C'est un rythme assez soutenu en plus. J'imagine qu'il y a beaucoup de besoins, surtout dans la place que tu as toujours occupée. Ouais. Comment tu faisais mentalement pour tenir avec un rythme comme ça? Parce que ça peut être un challenge, surtout quand on est aussi jeune. J'ai la chance d'avoir déjà un conjoint qui connaît, qui est infirmier. Donc voilà, il connaît ce rythme soutenu, il connaît les responsabilités, il connaît cette passion du prendre soin aussi. Donc il était beaucoup dans l'écoute, on pouvait échanger. Les équipes aussi, voilà, même si tu as des désaccords et que, comme tu disais tout à l'heure, tu as un clivage malgré tout entre la direction et les équipes terrain, comme on aime dire. En fait, tu te rends compte que quand tu as une crise ou tu as une grosse problématique, et en fait, tout de suite... Tout le monde se rassemble. Ah ouais, c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, alors c'est peut-être un peu clivant ce que je vais dire, mais c'est ce que j'ai ressenti pendant le Covid. J'étais directrice à cette époque-là. Et en fait, il y a eu cette espèce
bienveillance qui a été décuplée. Tout le monde était soudé. Enfin, il y a eu cet esprit d'équipe que j'avais quasiment jamais connu, en fait, qui s'est créé. Et tout le monde était vraiment aligné et avait les mêmes objectifs, quoi. C'était hyper puissant. Et du coup, quand tu es directeur, tu te nourris beaucoup de ça, en fait. Tu te nourris de ton collectif et de cette puissance qui s'en dégage. Donc, c'est hyper intéressant. Tu parlais à l'instant quand tu disais quand tu n'as pas les codes. C'est quoi les codes que tu as identifiés de la santé ? Ça, c'est un truc, c'est une vraie question. Les codes pardon ? Tu disais les codes de la santé. Tu sais, quand tu n'as pas les codes, c'est difficile de t'intégrer quand tu n'as pas les codes. Quand tu n'as pas les... T'as identifié, toi, des codes ? Parce que moi, du coup, j'ai toujours vécu dedans, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait de codes. Mais c'est quoi les codes que tu as identifiés, du coup ? Je suis curieux. Déjà, tu as le langage. T'arrives et tout le monde parle avec... je vais en UP, je vais dans le Cantou. Tu as les IDE, les AS, les ASH. Rien que ça, en fait, moi, je connaissais pas. Le vocabulaire, c'est le vocabulaire. Et voilà, il faut vite que tu apprennes tous ces mots pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger. Et puis toujours, en fait... Et ça, c'est pas toujours évident, même si on est tous là pour la même raison, de mettre le résident, le patient au centre. Parce que c'est vrai qu'on est tous confrontés aux difficultés, au manque d'effectifs, à tout ce qui peut se passer ou des réclamations de famille, enfin bref. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut être heurté par certaines choses et on peut de temps en temps s'éloigner du patient, du résident. Okay. Alors, je ne sais pas si je suis très claire. Non, mais je comprends que... En fait, c'est le référentiel. On n'a pas tous le même référentiel. Et du coup, on oublie parfois l'objectif de pourquoi on est là, qui est quand même le patient. Ouais, en fait, on est tellement happé dans ce quotidien. On est tous là pour la même chose, pour prendre soin, c'est évident. Mais on est tellement happé par les problématiques aujourd'hui dans la santé, c'est hyper compliqué. Que voilà, faut souffler et en fait toujours prendre ses décisions par rapport aux résidents, par rapport aux patients. Ouais. Toujours le recentrer. Tu parlais de cette période Covid là, manifestement ça a fédéré une belle équipe, mais comment tu l'as vécu toi personnellement, ce truc du Covid ? En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais sur 2 établissements. J'étais d'abord directrice adjointe et je suis passée directrice pendant cette période. J'ai eu beaucoup de chance. C'est le bon moment, passer directement. Ouais, c'est cadeau. Sacré challenge. Hein. Pire truc. T'as été formé à la gestion de crise ? Ah bah, non. C'est parfait. Ça. Ouais, très très beau challenge, c'est clair. En fait, c'était assez incroyable parce que voilà, dans l'établissement, on avait tout mis en œuvre pour protéger en fait les résidents. Et voilà, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu très très peu de cas et les cas qui se sont avérés, en fait, ça a été. Voilà. Ouais. On a eu une hospitalisation, mais la personne est revenue. Donc on n'a pas connu finalement toute cette détresse, cette difficulté. Alors turnover, oui. Bien sûr, voilà, parce qu'on se voilà, les professionnels ont eu le Covid, donc forcément isolement. Mais en fait, on était encore plus centré, encore une fois, sur le résident. On en oubliait nos tâches annexes, voilà, nos tableaux de reporting. Voilà, si c'était fait la semaine d'après, c'était pas grave. En fait, on était tous orientés sur le résident. J'ai jamais passé autant de temps auprès d'eux que pendant cette période-là, en fait. Donc, on retrouvait vraiment le prendre soin et c'était assez agréable pour ça. Voilà, après, il y a eu d'autres difficultés, bien sûr, mais pour ça, c'était bien. Ça a été quoi pour toi, la direction, les enjeux de cette crise-là ? Pour la direction au sens large ? Pourquoi ? Non, pour toi. Quand on t'a dit, voilà, là c'est le Covid, il y a la pandémie, il va falloir isoler les patients, il va falloir... Avec tous les besoins que ça a demandé. Et les enjeux, déjà, c'est éviter cet isolement des personnes âgées. Il y en a qui voyaient leur famille tous les jours.
Et voilà, il y avait cette détresse psychologique qui était très présente, qui était très difficile, parce qu'on ne pouvait pas se substituer à la famille, bien sûr. C'était pas possible, même si on était très présents. Malgré tout, voilà, on n'était pas la famille. Donc il y avait ça, il y avait aussi catalyser cette peur, parce qu'on ne savait pas au début. Voilà, le Covid, c'était nouveau, avec tous les EPI, comme on dit, donc tous les équipements, on avait le masque, la blouse. Donc voilà, ça pouvait faire peur. Il y avait cette gestion de turnover aussi qui était importante, d'absence. Et puis cet inconnu, combien de temps ça va durer, combien de temps va falloir isoler, interdire l'accès, enfin voilà, c'est tous ces questionnements, c'est où on va. Ouais. Puis ça a été long, hein, finalement. Mais ça a été super long. On a été confinés, déconfinés, reconfinés. En fait, on voyait pas le bout, quoi. On voyait pas le bout. Avant de passer sur ta nouvelle vie, est-ce que tu as une réalisation dont tu es particulièrement fier, un truc que tu as fait, et quand tu y repenses aujourd'hui, tu te dis ça, c'était quand même sympa? Je crois que c'est mon parcours. Je suis fière d'avoir osé, en fait, d'avoir osé prendre ce poste assez jeune, finalement, parce que c'était pas simple. Tous mes collègues avaient déjà, étaient plus âgés, plus expérimentés, et j'avais peur. Je me suis dit, est-ce que j'ai les compétences, est-ce que j'y vais, et d'avoir osé, en fait, c'est ça. Quand on a les opportunités, c'est de se dire, allez, on y va, on verra. Et je pense vraiment que quand on donne tout ce qu'on a, qu'on le fait avec ses tripes, voilà, il y a des moments difficiles, mais voilà, ça fonctionne et t'apprends beaucoup. Comme quoi il faut oser. Ouais. C'est ça. Tu parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur, c'est un truc sur lequel tu as travaillé depuis ou... Oui. Oui, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, notamment, voilà, donc en passant de directrice, ensuite j'ai créé ma société. Et en fait, c'est ça, c'est ce passage en action, de rester tout le temps dans le mouvement, de te prouver que tu es capable. Oui, tu as des difficultés, mais j'ai envie de dire comme tout le monde, en fait. Voilà, la personne qui se reconvertit après avoir fait du marketing pendant 30 ans et devient directeur, il est aussi novice que toi, qui a 25 ans et qui a déjà 7 ans de santé. Donc voilà, c'est osé. C'est ça. Qui ne tente rien à rien. Oui, beaucoup ce dicton. Oui, tout à fait. Et du coup, tu me donnes l'occasion parfaite d'embrayer sur la suite. Tu as créé ton entreprise. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Donc après cette période, c'est vrai que j'étais assez fatiguée parce que j'avais eu que des reprises en fait d'établissements, des gestions de crise, un peu compliqué. Des ouvertures. Et voilà, je voulais, pour être très honnête, fonder une famille. Et en fait, je me voyais pas fonder une famille. Je me voyais pas, j'étais fatiguée, j'arrivais plus à gérer mon stress, les responsabilités, j'arrivais plus à les porter. Donc, et en fait, j'ai eu une opportunité. J'ai rencontré une personne qui avait un cabinet, qui était consultant, qui voulait développer la branche santé. Il m'a dit, Capucine, on cherche des personnes comme toi pour être consultant dans la santé, pour aider tout ce qui est transformation de services. Donc je me suis dit, ok, c'est ma chance. J'ai toujours voulu créer ma société, j'y vais. Et donc pendant quelques mois, j'ai fait du consulting, avec des grands cabinets, et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. En fait, j'étais pas à ma place, c'était pas ma vision, ma façon de travailler. Qu'est-ce qui te l'a fait comprendre? Tout. Je crois que c'est l'écosystème. Okay. C'est l'écosystème. Alors c'était des gens, ce sont des personnes brillantes, très impliquées. On sent qu'ils veulent faire bouger aussi les lignes de la santé, mais ça restait pas ma vision. En plus, je passais beaucoup de temps à faire des PowerPoints. Et franchement, ça, c'était pas mon truc. C'était pas ton dada? Non, et puis pour moi, c'est vrai que faire un rapport, et j'en suis désolée pour ceux qui font ça, mais de 200 pages, dans la santé, ça reste... ça cale le bureau parce que t'as pas le temps de le lire. Personne ne l'a lu, Non, c'est ça. Non. Et en fait, je voulais retrouver... Il me manquait cette proximité, en fait, au quotidien, avec les professionnels. Et j'ai retrouvé ce fameux Julien Tigrette, avec qui
qui était directeur quand j'étais en centre de réadaptation, qui lui en fait avait créé cette société quelques années auparavant, qui était coach, facilitateur, consultant, voilà, donc plusieurs casquettes, qui m'emmenait avec lui en fait sur une mission de restructuration du service des admissions d'une clinique. Et là en fait j'ai adoré parce qu'on a allié en fait la facilitation et le coaching. En fait, on a co-construit avec l'équipe leur futur service. Et je me suis dit, mais en fait, oui, moi, c'est ça que je veux. Voilà, c'est faire monter en compétence les personnes, leur faire prendre conscience, voilà, peut-être des blocages, des freins. C'est pas leur dire, ça va pas, voilà mon audit, et il faut faire comme ça. Non, c'est comment on peut faire ensemble pour améliorer les choses. Exactement. Ouais. Voilà, c'est plutôt ça ma philosophie. Et en fait, je me suis embarquée du coup dans une formation de coaching. Alors, égoïstement, ça a d'abord été pour moi parce que c'est d'abord un travail sur soi. Le coaching, clairement, il faut passer par là. Moi, tous les outils que j'utilise, je les utilise encore aujourd'hui sur moi. Et ça m'a vraiment aidée à prendre du recul sur toutes les situations que j'avais vécues en tant que directrice, même directrice adjointe, sur la société que je voulais créer aussi, sur comment je voulais impacter le monde de la santé, ce que je voulais créer, quelle valeur je voulais apporter aussi aux professionnels de la santé, comment je voulais me nourrir, m'épanouir, enfin voilà. Donc ça a été une année hyper riche. En parallèle, en plus, je suis devenue maman. Donc, tu combines, merci, l'entrepreneuriat, ta formation, ta nouvelle vie de maman, être une épouse aussi, voilà, faut savoir tout combiner. Donc, ça a été une année très riche, voilà, où on prend du recul et puis beaucoup d'introspection aussi. Et depuis août de l'année dernière, voilà, j'ai mon fil conducteur. Alors encore une fois, l'entrepreneuriat, vous le savez tout autant que moi, ça bouge tout le temps. C'est clair. Mais voilà, mon idée première, c'est d'accompagner et les particuliers et les professionnels. Donc les particuliers, c'est vraiment les aider à trouver leur place dans le monde de la santé. Il y en a plein qui veulent impacter, qui ont beaucoup d'idées, mais qui ne savent pas comment se réaliser. Les mettre en place. Voilà, comment les mettre en place. Mais même n'importe quel métier, même si c'est juste changer de service ou changer sa posture au sein de son service, on n'apprend pas. Dans la santé, on est des super bons techniciens, mais finalement, déjà, on ne se connaît pas, on connaît mieux les autres que soi. On passe plus de temps à prendre soin des autres que prendre soin de soi. Et du coup, on est coupé de ce qu'on veut vraiment, de nos aspirations, nos envies. Et donc, moi, l'idée, voilà, c'est vraiment que les personnes trouvent leur place, prennent leur place aussi, osent. Ouais, c'est vraiment trouver le positionnement, quoi. Son positionnement pour être épanoui et puis pour impacter les autres in fine, finalement. Si je peux donner des exemples un peu plus concrets pour que ça parle, les personnes que j'ai coachées, ça peut être de l'infirmière libérale, voilà, qui se retrouvait plus vraiment dans ce rôle, dans sa pratique, qui culpabilisait parce que toute sa vie, elle a voulu être infirmière libérale, mais elle se rendait compte que finalement, elle aspirait peut-être à autre chose, encore dans la santé, mais différemment. Et donc là, au bout d'un mois et demi, je l'ai eu hier au téléphone, elle a créé sa société, elle continue à faire des vacations, bien sûr, mais donc c'est génial. J'ai aidé une neurochirurgienne, pareil, à se positionner dans son service. Voilà, pareil, elle manquait un peu de confiance en soi, d'estime de soi. Donc voilà, on a retravaillé ça. Ça peut être aussi, vous avez le job de vos rêves, mais voilà, vous avez peur. Voilà, c'est comment switcher ton mindset pour réussir à atteindre ce que tu veux vraiment. Et voilà, sortir de ce brouillard et d'avoir ce petit coup de pouce qui dit ok, j'y vais, je suis. C'est super, c'est hyper pertinent avec ce podcast, parce que l'idée de ce podcast, c'est aussi de montrer qu'on peut faire du soin autrement. Complètement. Donc il n'y a pas qu'en étant infirmière, ophtalmo, qu'on peut faire du soin. Il y a plein de façons de faire du soin. Et donc allez voir Capucine qui va vous aider à faire du soin autrement. Avec grand plaisir. Oui, c'est ça. Et j'ai toute la partie aussi des professionnels, des organisations, où ça part de formation, d'accompagnement, de coaching collectif, plutôt sur tout ce qui est gestion, équilibre, vie privée, vie professionnelle, gestion du stress, bien évidemment, développement des compétences de management. Mais
tout en alliant aussi avec le coaching, encore une fois, quand on se connaît, on décèle tous ces fonctionnements, ces peurs, biais, ces croyances, ces biais, ce qui fait avancer 10 fois plus vite, en fait. Ouais. Et je vais jusqu'à accompagner effectivement des services, alors avec des partenaires, je ne travaille pas seule là-dessus, mais transformer des services qui sont en difficulté. Pareil, en alliant le coaching collectif, le coaching individuel pour monter en compétences les cadres, les chefs de service, qui sont très peu formés en fait. Bien sûr. Et c'est incroyable, dans la santé, on gère de l'humain tous les jours et on n'est pas formé. Ou pas assez, quoi. C'est ça. Mais qu'il n'y ait aucune notion aucune, ou en tout cas très peu, de communication, de management, ça pose des vraies questions, parce qu'en fait, je vais être grossier, pardon de dire ça, mais ça reste des entreprises comme les autres. Enfin, je veux dire, et il y a besoin de créer du lien, de créer une mission, de créer une vision, de faire avancer tout le monde dans la... Et ça, aujourd'hui, dans la santé, on ne sait pas le faire. Et c'est une vraie problématique. Oui, mais c'est exactement ça. Ce que tu décris, c'est tout à fait ça. Et c'est incroyable d'ailleurs. C'est incroyable. Il y a plein de choses. J'en ai déjà parlé dans un podcast, mais il y a quelques mois, dans une formation, je discutais avec les apprenants, les professionnels que je formais. Et en fait, en les questionnant, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient aucune idée du fonctionnement de leur propre hôpital. Comment les décisions sont prises, comment fonctionne la hiérarchie, c'est quoi le CME, c'est quoi... Oui, c'est ça. Et ils n'en avaient aucune idée. Non, mais et en fait, il y a aussi une responsabilité des deux côtés, c'est d'aller voir comment ça se passe et communiquer pour expliquer comment... oui, peut-être que le directeur d'établissement, il a pas décidé ça, mais c'est parce qu'il n'y a pas que lui qui décide. Il y a une groupe, une collectivité, et donc il y a toujours des discours un peu faciles de dire « Ah, c'est le directeur, mais il n'y a pas que le directeur, en fait. C'est compliqué de gérer un établissement de santé. Tu parlais de ce clivage, effectivement, au début, entre la direction et les... Mais c'est moche, je ne devrais pas te le dire, mais parce que j'étais le premier à le faire. Je dis « Mais qu'est-ce qu'il faut le directeur, tu vois ?» Vraiment, tu vois bien que là, qu'est-ce qu'il faut. Mais c'est ça, et personne ne sait vraiment comment l'autre fonctionne. C'est ça. Alors que c'est la base pour comprendre. Mais juste l'échange, la communication, expliquer le pourquoi du comment. Enfin, voilà. Alors, comme je te disais, j'ai fait des erreurs, j'étais loin d'être parfaite. Par contre, pour moi, la transparence, c'était vraiment une de mes valeurs fondamentales quand j'étais directrice, que ce soit pour les résidents ou pour les collaborateurs. Quand je disais non ou quand on faisait quelque chose, je les expliquais toujours pourquoi. Pour qu'ils comprennent que nous aussi, en fait, on a des contraintes. C'est pas juste pour les enquiquiner, c'est que, factuellement, en fait, on peut pas. On peut pas. Donc... Non, mais c'est vrai que c'est... Et puis, enfin... Ce fonctionnement par budget, tout ça, ça a des impacts sur le quotidien. Et ça, beaucoup de gens ne sont pas du tout au courant et au fait de l'impact que ça peut avoir pour leur pratique. Mais c'est ça, comme tu disais, c'est une vraie entreprise. C'est tout à fait ça. Donc, oui, tu as un budget, tu as des effectifs malheureusement à respecter, tu as des charges, comme toute bonne entreprise. Donc, tu peux pas faire n'importe quoi et il faut que tu gères en bon père de famille. Parce que tu peux pas faire couler ton établissement. Derrière, tu as des résidents, tu as des patients, bien sûr, mais tu as aussi tous les collaborateurs, tous les professionnels. Qu'est-ce qu'ils feraient si jamais tu coules Alors déjà, tu peux pas. Il faut accueillir... C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc, tu parlais tout à l'heure que tu travaillais sur l'équilibre pro-perso des gens que tu accompagnes, tout ça. Mais le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Comment tu vis, toi, ta vie de nouvelle maman et ta création d'entreprise Alors, je m'y astreins. Alors déjà, je remercie la crèche parce que tu as des horaires fixes, où il faut aller chercher ton enfant. Donc ça, voilà. Et je planifie, en fait, des temps off avec mes proches. Je planifie tous mes temps professionnels. Alors, je dois encore m'ajuster, encore une fois. D'une semaine à l'autre, ça change parce que je fais pas mal de déplacements. Mais l'idée, c'est déjà les week-ends sont off. Et s'ils le sont pas... Comme mon conjoint est infirmier, s'il est en off le mardi, et je me prends un temps le midi avec lui si je peux. Voilà, j'ai fait beaucoup d'efforts. Je ne travaille plus de 9h à 22h tous les jours. Bon, tu feras que tu me fasses un coaching, parce que moi, j'arrive toujours pas. Moi, j'arrive toujours avec pas. Plaisir. C'est défaut, ce que j'allais te demander, c'est les conseils que tu donnes en tant que coach. Est-ce que c'est des conseils que tu considères utiles parce que toi-même, tu en as eu besoin dans ton vécu ? Ou est-ce que c'est quelque chose juste que tu as pu constater ? C'est quoi un peu ton rapport avec ça ?
Alors, déjà, je donne pas de conseils. Parce que le principe du coaching, c'est justement la personne, elle a tout en elle, en fait. Et moi, les conseils que je vais lui donner, ça s'appliquera pas forcément à elle parce que c'est pas le même contexte, pas le même environnement, pas la même culture peut-être. Et donc, du coup, ça fonctionnera pas. L'idée, c'est vraiment de partir sur la personne, sur ses besoins aussi. Voilà, il y en a qui vont avoir besoin de travailler 10 heures par jour pour se sentir bien. D'autres, s'ils font 3 heures, mais que voilà, toute leur to-do est cochée, bah, ça leur convient. Donc, c'est surtout travailler sur ça, sur leurs croyances, sur leurs besoins, leurs envies. Et puis, trouver le rythme qui leur convient. J'ai fait un post sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps. En fait, tu as plein de façons de t'organiser différentes. Et je parlais de mon rythme de travail quand j'étais directrice. Et encore aujourd'hui, je ne me lève jamais à 6 heures. On voit souvent les miracle morning, faire ta méditation, ton sport. Moi, j'y arrive pas. Voilà, clairement, j'y arrive pas. Je sais que je serais totalement improductive. Donc voilà, c'est en fait construire avec qui tu es, ce que tu veux et tes objectifs. Et alors, je vois très bien le coaching pour une personne individuelle, parce que tout ce dont tu viens d'évoquer, c'est très clair. Mais comment tu fais quand c'est pour un service, un machin, et que du coup, tu n'en as pas une, mais tu en as 20 alignés? Comment ça marche? Alors encore une fois, en fait, tout est ultra personnalisé, parce que même si les défis, les enjeux de la santé se rejoignent, dans un collectif, tu as différentes personnalités, différentes façons de voir, différents objectifs, différents enjeux propres au service. Donc en fait, tu fais des ateliers, voilà, pour déjà la communication, que les personnes réussissent à échanger, à être sur la même longueur d'onde, à avoir la même vision. En fait, tout commence par là. C'est la vision où on veut aller, comment on fonctionne entre nous. Voilà, quelles sont nos limites aussi. Voilà, est-ce que je vais appeler ma collègue à 23 heures qui est en repos parce qu'il y a un problème? Non, enfin, logiquement. Donc c'est ça, en fait. C'est les accompagner, les guider à travers toutes ces réflexions de comment travailler ensemble, comment communiquer et s'adapter. Encore la semaine dernière, on avait effectivement un accompagnement collectif de cadres. On avait préparé toute notre journée, tous les ateliers qu'on allait faire, et on arrive, et là, c'était compliqué. Voilà. C'était très compliqué. Politiquement, pour dire, c'était la guerre. Voilà, c'était la guerre, clairement. Ça a été très, très chaud. Et donc, c'est aussi trouver ce sas où les personnes puissent exprimer ce qu'elles ressentent aussi. Parce que souvent, on n'ose pas dire ce qui nous a fait mal, voilà, qu'on a été touché. Donc voilà, c'est ouvrir cet espace de confiance pour pouvoir déjà lâcher prise et de partir sur des bases saines, si on peut, voilà, pour pouvoir avancer. Et donc voilà, on a tout déconstruit et reconstruit derrière. Et reconstruire, on s'est adapté. Mais, ou en cours de reconstruction, je sais pas. Oui, c'est encore en cours, mais les bases sont posées. Ouais. De toute façon, construire sur des bases qui sont bancales, déjà, tu sais que ça va être compliqué tout le long. Voilà. C'est ça. Mais même dans l'entrepreneuriat, hein, tu mets des bases bancales avec un client, tu sais que ce client il va être compliqué à gérer jusqu'au bout. C'est pas bon. Donc, les bases, pas bon. restons sur les bases. C'est ça. Si demain tu rencontrais un jeune qui a envie de se lancer dans la santé, est-ce que tu as des conseils que tu lui donnerais, des choses Moi je dirais d'y aller. Hein. C'est formidable, la santé. C'est incroyable. T'as énormément de métiers différents, de services différents. Tu peux tout faire. C'est une société à part entière, la santé. Et surtout, ce que j'ai envie de lui dire, c'est de ne pas se couper de lui-même. Alors, ça peut... Alors, le coaching dans la santé, j'ai remarqué, hein, c'est assez mal vu. Enfin, ou du moins, c'est peu connu. Contrairement peut-être à d'autres secteurs où voilà, on sent qu'il y a un changement de perception. Et par exemple, quand je regarde aux États-Unis, mais tout le monde a un coach, quoi. Et il y a beaucoup de coaching, ou alors tout le monde se forme au coaching juste pour lui-même. Et dans le milieu de la santé, c'est encore très hermétique. Et donc, du coup, le conseil que je lui donnerais, c'est garde en toi toutes les choses, finalement, que tu as envie d'accomplir dans la santé et comment tu vas impacter les autres. Parce que c'est vrai que, malheureusement, on est très vite confronté aujourd'hui aux difficultés de la santé. Donc, on peut perdre, en fait,
ce petit... Ce supplément d'âme. Voilà, ce supplément d'âme face aux difficultés qu'on va vivre. Et en fait, non, va jusqu'au bout. Et s'il faut passer par un autre chemin, et on passe par un autre chemin. Je pense que voilà, aujourd'hui, on a la chance d'être dans un système aussi qui nous permette de pouvoir faire beaucoup de choses. Voilà, de pouvoir changer aussi si on le souhaite. Ne pas rester bloqué à un endroit où on se sent plus bien ou alors tout simplement qui nous plaît moins. Voilà, c'est d'oser et de découvrir, voilà, d'aller à la rencontre de soi, de l'autre. C'est parfait, C'est beau. c'est parfait. Pour finir, est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager? Quelque chose que tu as vécu qui a marqué ta carrière? Comme je vous disais, j'en ai beaucoup. Je vais rester sur la même qui est cette expérience Covid, je pense, qui a marqué tout le secteur de la santé. J'avais un monsieur qui était en phase terminale, si on peut dire. Ah, il n'avait pas le Covid, voilà. C'était une autre maladie, la vieillesse, on l'appelle comme ça. Et en fait, j'ai sa fille qui m'appelle. C'était la toute première vague, je crois que c'était en avril-mai, donc vraiment confinement, on ne savait pas encore où on allait. Sa fille m'appelle, elle me dit, écoutez, Madame Buquet, est-ce que je peux venir voir mon père? Je sais que je ne le reverrai pas, sinon... Et là, clairement, tu es confronté. Tu es confronté aux résidents, aux professionnels qui ont peur, qui ne savent pas, qui restent cloîtrés dans leur résidence, qui ne veulent personne. Et toi, tes valeurs profondes, qui te dit tu peux pas laisser sa fille ne pas voir son papa, et inversement. Enfin, je me suis mise à sa place. Moi, si je ne voyais pas mon père, je serais hyper malheureuse. Et en fait, j'ai pris la décision de la faire venir. Alors, j'ai posé le cadre. Je lui ai dit, OK, par contre, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Il y a un professionnel qui va ouvrir l'ascenseur pour vous, ouvrir les portes. Enfin, voilà, on a tout validé. Je l'ai fait venir. Les résidents l'ont su, bien sûr, tous essaient. On débarquait dans mon bureau et on dit c'est inadmissible ce que vous faites, on est en période de confinement, vous laissez rentrer n'importe qui, on va écrire au DG. Et en fait, c'est là où voilà, j'ai pris clairement ma posture de directrice. J'ai dit écoutez, OK, écrivez au DG. Par contre, moi, je ne laisserai pas en fait ce monsieur. J'ai la possibilité, ce que n'avaient pas les services de soins. Moi, mon conjoint, il était en réa à ce moment-là. Personne ne rentrait. Les personnes décédaient seules. Et c'est d'une telle violence que pour la personne, pour les soignants. Moi, je me dis, j'ai la possibilité de la faire rentrer. L'architecture faisait que... Il y avait moyen. Le risque était moindre. Le risque zéro n'existe pas. Ils nous ont écrit au DG. J'ai laissé rentrer cette fille qui a passé une heure avec son papa. Tout s'est bien passé. Le Covid n'est pas rentré. Et j'ai envoyé quand même un message au DG lui disant vous allez recevoir un petit mot. Un petit courrier, un petit mot doux. Voilà ce qui s'est passé. Et je pense que c'est important aussi. C'est ce qu'on travaille aussi avec les personnes que j'accompagne. C'est ces valeurs fondamentales, en fait. Et une fois qu'ils sont froissés, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Non, donc... il faut rester aligné avec ses valeurs. C'est là que ça devient le plus douloureux, c'est quand on n'est plus aligné avec ses valeurs. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs autant de départs de soignants. Exactement. Après, je peux comprendre. C'est très difficile. C'est sûr. Mais ça reste un super métier. Et il faut se battre justement pour garder la dignité des patients, de maintenir ce système. Mais je peux comprendre cette souffrance. Et encore une fois, je pense qu'il faut avoir la liberté. Quand on a envie de faire autre chose, qu'on n'est plus bien à sa place, il ne faut pas qu'on hésite à changer de place. Et en fait, il n'y a ni honte, ni problème à faire que quand à l'instant T, on n'est plus bien à un endroit, à changer de place. Et puis... surtout dans la santé, en fait, il y a cette culpabilité qui arrive, qui te dit mais comment ils vont faire? Enfin, les patients, ils n'auront plus personne, mes collègues, ils vont être en effectif réduit. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti après cette décision que tu as prise? Quand j'ai quitté mon poste de directrice, c'est ça? Pour l'histoire que tu nous as racontée. Pour faire rentrer quand tu as fait rentrer cette dame pour voir son père, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Déjà, j'étais sûre. Enfin, dans le sens, je savais que c'est ce qu'il fallait faire. Que c'est ce que je devais faire.
Donc déjà. Et puis après, bon, oui, un petit peu d'appréhension parce que quand on te dit je vais écrire au DG, tu te dis, oh, purée, Ouais, je suis ouais. une toute jeune directrice, je vais être déjà fichée. Ouais. Surtout que ça se faisait pas beaucoup, clairement, de faire entrer des personnes comme ça dans sa résidence. Pour autant, voilà, j'étais T'as pas alignée. eu de regret. J'étais confortée dans l'idée, non, il faut que je fasse ça. C'est plutôt les résidents qui t'embêtaient que les équipes. Oui. Oui, parce que les équipes, alors il y en avait qui sont restés chez eux parce qu'ils avaient des pathologies. Vous savez, au début, Oui. tu pouvais rester chez toi, voilà, si tu étais à risque. Donc les personnes à risque étaient chez elles, voilà. Et en fait, tous les collaborateurs que j'avais à cette époque-là travaillaient en fait juste à côté. Ils venaient à pied. Ça faisait 20 ans qu'ils faisaient ce métier-là. Ouais. Enfin, c'était un établissement qu'on avait racheté, enfin que le groupe avait racheté. Et en fait, T'as voilà. plus de moyens que je pensais. Un jour, peut-être, j'aurai ma résidence, mais ils avaient, enfin, non, aucun problème. Franchement, ils ont été vraiment super exemplaires jusqu'au bout. Ouais. Et je les en remercie pour ça. Alors, la grande classe. Chouette. Ouais, c'est Non, clair. mais c'est chouette. Bah écoute, je vais te remercier, c'était hyper intéressant. Ouais, vraiment, merci, hein. Merci C'était beaucoup. trop Merci court. à vous. C'était trop court, c'est presque. Si nos auditeurs ils veulent te contacter, par quel biais ils peuvent le faire? Les réseaux, déjà. Je suis pas mal sur LinkedIn. Ok. Je débute sur Instagram. Ok. Voilà, j'essaye de m'y mettre. Et puis, j'ai un site, le nom de ma société, qui s'appelle CBM Santé. Ok. Tu nous autorises à les mettre en description Oui, du avec podcast grand plaisir. Ah, super, Eh ben, bah, parfait. Ce sera fait sans faute. Génial. Merci pour tout. Merci à vous. Merci beaucoup. À très vite. Oui.